Voilà, bon, bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour ce septième rendez-vous du Lab Expat, hein, le quatrième de l'année 2026 sur une thématique qui en fait nous concerne tous de plus en plus, même si quand on a commencé pour certains nos carrières, c'était peut-être moins dans l'actualité que ça peut l'être depuis quelques années, mais je suis vraiment ravi de cette opportunité de discuter de diversité et d'inclusion dans les services juridiques internationaux en particulier. Pour cette thématique, nous avons deux intervenantes que je vais présenter maintenant. L'une, Amélie Taoufik Ayo, qui est basée à Genève. Euh, et donc, n'hésitez pas si je ne dis pas, s'il y a des choses qui manquent, donc reprenez-moi le cas échéant. Ancienne avocate au barreau de Paris, elle travaille depuis bientôt 17 ans aux Nations Unies, après avoir également exercé en cabinet au Chili pendant 2 ans et à Bruxelles pendant 4 ans. Dans son rôle actuel, elle est Legal Officer au sein du bureau exécutif du secrétariat des conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm. Elle agit également en tant que représentante du personnel. Précision que je voulais absolument faire. Amélie est soumise à un devoir de réserve en tant que fonctionnaire et elle intervient à ce titre en sa capacité personnelle et non pas en tant que représentant des Nations Unies. Donc voilà, que ce soit clair. Notre deuxième intervenante, Leila Bazi, qui est basée à Casablanca, qui exerce depuis près de 20 ans à l'intersection du droit des affaires, de la gouvernance et de l'éthique, également avocate de formation. Elle a exercé dans des cabinets internationaux et en entreprise dans les secteurs de l'automobile, puisqu'elle a été 7 ans directrice juridique chez Renault et maintenant depuis plus de 11 ans dans l'industrie pharmaceutique chez GSK. Elle est Regional Compliance SVP couvrant une région de près de 100 pays. Alors là, ça, il y a de quoi faire. Afrique, Moyen-Orient, Europe de l'Est, Pakistan, Ukraine, Russie, Amérique centrale. Donc c'est sûr que ton retour d'expérience, Léla, serait particulièrement intéressant vu certains de ces pays qui sont des pays assez polarisés en termes de culture sur des problématiques comme ça. Donc c'est intéressant d'avoir vos retours d'expérience à toutes les deux, l'une venant du secteur privé, l'autre davantage des organisations internationales. Mais c'est en fait des thématiques qui sont intéressantes et qui sont transversales, hein. Alors bonjour à toutes les deux, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent ou qui ont l'occasion d'assister à cet enregistrement une fois qu'il est mis en ligne. Alors aujourd'hui, on aborde un sujet qui peut sembler conceptuel, euh, la diversité et l'inclusion. Mais notre objectif est de le rendre aussi concret et applicable que possible, en particulier à nos réalités de juristes à l'international, pour poser le cadre simplement du côté profane, parce que moi je ne prétends pas du tout être un expert comme vous l'êtes toutes les deux, mais pour moi la diversité c'est en gros qui est autour de la table. L'inclusion, c'est qui est écouté, qui influence la décision et qui a réellement accès aux opportunités. Et la question qu'on va explorer ensemble, euh, en gros, c'est en quoi ça change la qualité des décisions juridiques, la gestion des risques et la performance d'une équipe, surtout quand on travaille entre cultures, pays et zones sensibles. Voilà, d'avoir ces deux problématiques-là. Donc, je vais commencer par vous poser à toutes les deux des questions sur lesquelles, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, vous allez pouvoir rebondir peut-être toutes les deux. La première, c'est de quoi parle-t-on concrètement quand on parle de diversité et d'inclusion? Quand on dit diversité et inclusion dans un département juridique international, de quoi parle-t-on en pratique? Moi, j'ai pris deux, trois notes en disant, parce que je recherchais en fait des exemples concrets dans vos expériences respectives. Qu'est-ce que ça veut dire dans une réunion? Qu'est-ce que ça veut dire dans une décision qu'on prend, dans un recrutement, dans une négociation, qui montre cette différence entre diversité et inclusion? Si vous pouviez toutes les deux peut-être réagir pour commencer cette discussion entre nous. Donc, je ne sais pas si l'une a envie de commencer. J'ai vu que Amélie, ton micro était déjà enlevé, donc si tu peux peut-être commencer. Allez, je me jette à l'eau. Merci et bonjour à tous. En effet, c'est une discussion que je suis très heureuse d'avoir parce que c'est vrai qu'au début de nos carrières, on n'en était pas là où on en est aujourd'hui, quel que soit le secteur, privé ou public. Ma perspective des organisations internationales est que, par exemple, si on prend l'Organisation des Nations Unies, euh, ce qui est au cœur de l'aspect normatif et des valeurs de cette organisation reflète l'inclusion et la diversité, pas seulement en externe, mais en interne aussi. Et comme on peut le voir de nos jours, c'est un aspect et un thème, que ce soit
normativement ou en pratique, qu'il faut sans arrêt travailler, c'est pas acquis, comme la paix. Et, Mhm. euh, et en conséquence, euh, je disais à notre pré-réunion, il y a deux angles sur lesquels on peut regarder ça, surtout pour les organisations internationales. C'est l'inclusion et la diversité en interne et en externe. En interne, dans les départements juridiques et aussi concernant tout le personnel, euh, c'est une valeur qui a toujours été là, mais qu'il faut marteler. Et effectivement, on part de la définition. La définition est forcément très large dans ce type d'entité, au vu de ce qui est à la base et ce qui constitue les piliers de ces organisations-là. Euh, la diversité, et d'ailleurs, il y a eu un changement récent de valeurs fondamentales selon lesquelles les juristes et autres membres du personnel sont évalués chaque année. C'est d'abord, jusqu'à il y a un certain nombre d'années, la diversité, mais le respect de la diversité. Et récemment, on est allé plus loin, très récemment, depuis 4-5 ans, il y a une modification de ces valeurs où on a gardé le respect de la diversité, mais aussi on y a inclus, c'est le cas de le dire, l'inclusion, mise à côté des valeurs comme l'humanité, le, l'humilité, l'intégrité, le professionnalisme. On est allé plus loin. Donc la diversité, c'est effectivement très varié. C'est pas seulement la diversité des, des États ou des populations ou des ethnies, mais depuis une certaine, environ 15 ans, une décennie avec le- les différents, désolé, hein, je pense en anglais, il faut que je, les objectifs de développement durable, voilà, qui sont centrés et focalisés sur le respect des droits humains. Trois grands principes. Donc, celui-ci, ne laisser personne derrière et l'égalité des genres. Donc, c'est pour ça qu'on a, avec l'inclusion, qui est un principe applicable au personnel et pas seulement au département juridique, entre le personnel venant de divers horizons variés, presque 200 pays avec chacun ses bagages culturels. C'est pas que la culture, c'est voilà, c'est les genres, c'est les alors on dit personnes avec handicap, mais maintenant certains pays vont encore plus loin, disent personnes avec détermination pour être encore plus inclusif. Donc, d'un point de vue des organisations internationales, c'est ça aujourd'hui. Après, il y a la mise en œuvre et on peut avoir des avancées, comme il y a eu toutes ces décennies, ou des reculs. Et c'est pour ça que je disais, c'est un concept, pas seulement un concept, mais aussi euh, un aspect très pratique de notre travail au quotidien, en interne et en externe, qui se travaille constamment parce que ce n'est jamais acquis. Voilà en résumé, j'espère que c'est c'est euh, c'est assez clair. N'hésitez pas à poser des questions, que ce soit maintenant ou plus tard, et je vais laisser la parole à Leïla, parce que la perspective du secteur privé, où j'ai commencé à exercer, mais où je ne suis plus depuis plus de 15 ans, m'intéresse énormément. Merci beaucoup. Leïla, quel serait ton retour sur ça? Merci. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui et un grand merci pour cette belle initiative, Stéphane. Alors, côté secteur privé, notamment industrie pharma, donc faisant partie d'un grand groupe international qui opère dans le monde entier, les valeurs de la diversité et de l'inclusion sont véritablement des valeurs qui sont ancrées déjà dans la culture de l'entreprise. Donc à partir du moment où ce sont des valeurs qui sont ancrées dans la culture de l'entreprise, mais qui sont aussi portées à plus haut niveau, au niveau du top management, et ben, ça permet de distiller cette culture à travers les différents maillons de la chaîne de valeur dans l'organisation, à travers les différents niveaux hiérarchiques, les différents métiers, et notamment
au sein de la direction juridique et compliance. Donc, c'est une politique inclusion que nous avons établie heu, au niveau global, qui est ensuite, incarnée, et déployée dans l'ensemble des filiales, du groupe, à travers le monde entier. Donc quand on parle de diversité et d'inclusion, qu'est-ce que ça veut dire, au sein des équipes, juridiques et compliance? Bah, c'est déjà moi issus de la diversité, culturelle, française, franco-marocaine, basée au Maroc, le fait de pouvoir rejoindre aussi une entreprise qui porte véritablement ses valeurs au cœur de son ADN, pour moi, c'est ce qui m'a attiré en sus de l'industrie, noble que cette entreprise, défend et représente. Ce sont des valeurs déjà moi qui m'animent et qui me motivent au quotidien. Pouvoir défendre ces valeurs, dans le cadre de mon activité en tant que directeur, conformité, c'est important. Donc c'est incarner déjà ces valeurs à mon niveau. Ensuite, c'est en tant que manager pouvoir les véhiculer, auprès de mes équipes. Aujourd'hui, je gère une équipe multiculturelle de plus de, 15 personnes entre les différents pays, que tu as cités, tout à l'heure, Stéphane, avec, la diversité, culturelle, la diversité de perspectives, la diversité de réglementations, la diversité des Ouais. contextes, géopolitiques, dans lesquels nous sommes. Donc c'est composé avec toute cette diversité, qui est représentée par les différents pays dans lesquels nous opérons, et au sein des équipes, en tant que manager, c'est respecter cette diversité culturelle, cette diversité religieuse, différents points de vue, diversité des opinions, politiques, même si c'est pas un sujet dont on parle très souvent, dans le monde de l'entreprise, mais c'est respecter ces valeurs, de diversité, heu sous différents angles, la diversité, quand on parle de diversité culturelle, nous sommes tous, de différentes langues maternelles. L'anglais n'est pas notre langue, native, pour la majorité d'entre nous. C'est respecter déjà. Mmh. L'autre dans sa manière, de parler, être à l'écoute, de l'empathie, de la bienveillance. Bah, si une personne ne va pas s'exprimer de manière, très fluide en anglais, c'est pouvoir l'accompagner. Donc cette diversité, c'est accepter la diversité des personnes en tant qu'individus, sous toutes ses coutures. Et quand on parle d'inclusion, bah, c'est s'assurer que toutes ces personnes, quelle que soit leur diversité, leur genre, leur culture, et cetera, leur environnement, se sentent incluses, dans la prise de décision, dans, le partage, d'opinions très, qui peuvent être différentes de mes points de vue et c'est de pouvoir, à un moment donné, s'asseoir, partager, échanger, de converger vers des positions, qui puissent at the end of the day, respecter, défendre déjà les valeurs communes de l'entreprise, défendre les intérêts de l'entreprise et protéger nos patients puisque au bout de la chaîne, nous avons, des patients, que nous servons pour améliorer, leur santé, tous les jours. Donc diversité et inclusion, ce ne sont pas que des concepts théoriques. J'ai la chance d'évoluer dans une entreprise qui les incarne véritablement et qui les porte à plus haut niveau et je reviens sur, l'adhésion du top management, qui est pour moi crucial pour, assurer le déploiement ou le succès, de ces valeurs, du partage de ces valeurs. Puisque plus c'est porté au plus haut niveau, bah, plus les gens aussi, les collaborateurs et les collaboratrices se sentent inspirés de faire autant et de pouvoir évoluer dans des environnements qui portent, véritablement ces valeurs. C'est aussi, ben, source de performance, tu en parlais tout à l'heure dans ton introduction, Stéphane. C'est source de motivation, c'est source de fidélisation aussi, des collaborateurs et des collaboratrices. C'est ce qui contribue aussi à renforcer la marque employeur. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des valeurs qui, moi, m'ont motivé à rejoindre une entreprise telle que GSK. Donc c'est, quand on a la chance de pouvoir évoluer dans ce genre d'organisation, bah, ça fait toute la différence. Du moins quand on porte
ces valeurs au fond de nos tripes. Voilà. D'accord. C'est intéressant parce qu'en fait, moi, je me pose souvent la question est-ce qu'on peut simplement décréter un jour qu'on va faire de la diversité et de l'inclusion? Est-ce que c'est la bonne chose à faire ou c'est parce qu'on est parti d'un postulat que quand on n'a pas ça, ça entraîne des dérives, c'est la bonne chose à faire? Moi, je suis toujours en fait, la question que je me pose toujours, c'est en tant que juriste. Pourquoi est-ce qu'il faut se soucier de ces questions-là et que si on ne se soucie pas de ces questions-là, quels sont les risques et en même temps, quels sont les bénéfices en fait? Mais je pense que tu as parlé des bénéfices en expliquant les avantages qui étaient associés à ça. Mais je pense que quand on se lance dans une initiative quelle qu'elle soit, on doit voir quel est entre guillemets le problem statement qu'on a essayé de résoudre. Parce que peut-être que dans le passé, le fait de ne pas avoir ça a créé un certain nombre de dérives, certaines limites. Et donc, c'est la bonne chose à faire. Mais je suis toujours curieux de savoir, en fait, dans l'environnement du juriste en particulier, puisque je comprends, je pense que au niveau de l'organisation dans son ensemble, je pense que Amélie sera d'accord avec moi. Je pense que aussi je pense que ça, il y a plus débat. Mais quoique, peut-être que vous aurez du feedback là-dessus. Peut-être qu'il y a débat dans certaines régions. Il y a peut-être certaines résistances liées à certaines contraintes régionales. Mais par contre, au niveau des services juridiques, je ne sais pas si c'est aussi intégré que ça a pu historiquement l'être au niveau des départements juridiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être Amélie pour te donner la parole. Alors là, je réagirais en tant que juriste et avocate de formation et philosophe aussi. J'ai la phrase de Socrate qui m'est toujours restée. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et donc, pour revenir à la définition, pour arriver au pourquoi, c'est effectivement, si on prend un problème et qu'on veut allez, qu'on veut diminuer les risques liés à la gestion de ce problème et trouver les solutions les plus adéquates possibles, il faut voir ce problème selon une approche multifacette. Et euh, pour moi, le cœur de la diversité, c'est la diversité des vues, des perspectives, des opinions et des angles. Et si on est juriste et qu'on n'a pas cette humilité aussi de dire, moi, je ne détiens pas toutes les réponses, ma vision est une vision, j'aimerais bien voir la vision de Bien mes sûr. confrères, de mes consoeurs, pour justement arriver à une gestion du risque. Donc c'est la base de mon rôle en tant que juriste et avocat, face à un problème, d'avoir bien analysé toutes ces facettes et de trouver là où les diverses solutions possibles. Et pour ça, j'ai besoin aussi des perspectives du cerveau des autres. Et la diversité, c'est ça, c'est le cœur de notre profession. Et donc, dans la définition de la diversité, y compris, je reviens en organisation internationale, c'est d'abord la diversité des points de vue et avoir l'humilité de se dire que mon point de vue, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective, euh, il n'est peut-être pas celui de tous, et c'est peut-être pas forcément le meilleur. Et dans ces cas-là, plus on s'allie comme une ruche d'abeilles, peut-être Mhm. qu'on arrive à ensemble gérer au mieux les situations et les problèmes. Et puis, comment ça se traduit au niveau étatique? Surtout, alors c'est déjà compliqué de mettre les institutions ou les populations d'un seul pays d'accord. Alors, quand il s'agit de 194, Ouais, c'est c'est sûr. souverain, État souverain. C'est sûr. Donc d'un point de vue décisionnel, et même nous, quand on doit accompagner des processus de décision en tant que juriste, euh, pour avoir un multilatéralisme effectif, individuellement et à l'échelle collective, c'est d'écouter tout le monde et surtout ce qui prime, alors ça a ses avantages et ses inconvénients, de s'orienter vers l'approche consensuelle. Et le pays où je suis basée est très fort pour ça depuis 700 ans. Bien sûr. Et d'ailleurs, leur devise, c'est unis dans la diversité. Donc, certes, et la règle de consensus, c'est pas l'unanimité, c'est pas que tout le monde soit d'accord, c'est de se dire bon, c'est pas une solution parfaite, mais ça reflète au mieux les points de vue, les diversités,
de tout le monde et, et on avance. Mais on n'avance pas si tout le monde n'est pas consensuellement d'accord pour avancer. Et on privilégiera plus cela en interne ou en externe plutôt que le vote, par exemple, qui est un processus décisionnel dans une démocratie ou dans une structure démocratique, Très on va dire. frustrant. Très Voilà, frustrant. ça peut être très Ouais, frustrant, ça peut être très long, donc il faut avoir beaucoup de temps, de patience et de psychologie, je bien sûr. pense. Voilà. Là, dans ton cas, est-ce que tu trouves que les juristes sont une loi plus difficile à craquer de ce côté-là, ou est-ce que les juristes finalement se prêtent assez facilement à ces notions-là et que c'est quelque chose qu'ils vivent au quotidien de la même façon que le reste en fait de l'organisation? Ben, comme je disais tout à l'heure, c'est une culture qui est très ancrée chez nous et qu'on retrouve au sein de la direction juridique et compliance. Donc, quand on parle de diversité, et pour abonder dans le sens d'Amélie, et notamment diversité dans la prise en compte des points de vue, le rôle du légal et de la compliance est fondamental. Et plus ces fonctions aussi sont, introduites en amont, des processus de décision, plus leur voix est écoutée. Et quand on regarde, qui, est réuni autour d'une table au moment où on va prendre des décisions, le rôle du légal et compliance est pour moi essentiel. Et son apport dans le business et dans la manière d'appréhender les risques, qu'ils soient juridiques et compliance, en amont de la concrétisation d'un projet ou en amont de la prise de décision d'un investissement, et cetera, il est crucial. Et notre voix, alors c'est l'avantage aussi de notre organisation, c'est qu'elle a du poids. Donc aujourd'hui, on ne peut pas mettre sur la touche légal et compliance dans décisions importantes, qui seraient à prendre. On a véritablement notre mot à dire. Donc en termes de diversité, de perspectives, d'échanger nos points de vue, nos positions, on est écouté. Et dans ma région aussi, vis-à-vis de mes collaborateurs et de mes collaboratrices, hem, je les pousse, également à prendre part à ces réunions stratégiques pour être le porte-voix du legal ou de la compliance pour, à un moment donné, dire: «Stop, on a des red flags, les voici» et on discute, on échange. On est là pour aider le business à réaliser ses objectifs, ne pas franchir la ligne rouge, mais toutefois, on est là pour proposer des alternatives, des solutions, puisqu'on défend, des intérêts qui sont communs et encore une fois, en bout de chaîne, nous avons un patient. Donc, posons-nous pour trouver un consensus, qui puisse préserver les intérêts de l'entreprise, et les intérêts des patients. Donc, notre parole est écoutée, est entendue. Après, bien évidemment, il peut y avoir des divergences dans des prises de position, mais plus les gens exprimeront leurs perspectives, plus, on sera en mesure de prendre, les meilleures décisions qui puissent, sécuriser, les intérêts, de Je suis d'ac- l'entreprise. je suis d'accord avec toi. Je pense en fait, il y a une chose qui est intéressante, c'est que tu parles de la culture d'entreprise, mais on est tous le produit d'une culture. Oui, Qui n'est pas effectivement. Et donc, quand on vient d'un pays où la culture n'est pas une culture forcément d'intégration, une culture de diversité, en fait, moi, je me pose, toutes les deux, vous avez des périmètres d'intervention qui sont extrêmement globaux, extrêmement. Comment est-ce qu'on arrive à trouver un socle commun, Léla, pour vraiment, malgré toutes ces diversités, ces pays dans lesquels on arrive avec des cultures vraiment différentes, comment faire un socle et peut-être que l'entreprise arrive justement au-delà comment dire, des cultures régionales à créer une culture d'entreprise qui quelque part, prend la relève et peut-être même domine par rapport à ça. Mais comment arriver avec une culture, un socle commun quand on a une région aussi diverse? Alors, je vais peut-être, partager un exemple, je ne sais pas s'il va être, révélateur, mais bon, alors pour répondre à ta question avant, Stéphane, c'est, comme le disait tout à l'heure, Amélie, il y a rien qui est acquis. Donc c'est-à-dire que c'est, beaucoup d'efforts en matière de communication,
de sensibilisation. Heu Comment les leaders, le top management également incarnent et intègrent ces valeurs en partageant des retours d'expérience, des anecdotes, des histoires. Il y a aussi et moi je crois fort au pouvoir de l'authenticité, c'est-à-dire que j'ai besoin d'être inspiré par mes leaders, que c'est pas du fake. Montrez-moi que c'est pas du fake, que vous les incarnez véritablement. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine et ça nécessite que l'ensemble de ces messages soient répétés, réitérés à chaque occasion, des town halls, des meetings. Le rôle des RH aussi est fondamental puisque les RH aussi sont garants du respect, des valeurs, des process, notamment en matière de recrutement, compliance en matière de respect de la culture, comme j'ai dit, ce sont des valeurs qui sont fortes. Demain, des personnes qui ne respecteraient pas ces valeurs, heu et ben, on pourrait les sanctionner. C'est tolérance zéro. Bien évidemment, quand il y a des valeurs qui sont transgressées et qui portent atteinte à notre réputation, à la réputation de nos des partenaires, des collaborateurs et cetera, à un moment donné aussi, c'est cet ownership et cette responsabilité de dire que: «Non, là, ça va plus». C'est pas une valeur qui est incarné dans notre culture D'accord. d'entreprise. Donc à un moment donné, c'est aussi pouvoir prendre des sanctions, quand il faut. Hem Et pour partager un exemple, une petite anecdote que j'ai vécue, il y a quelques années. Il faut savoir que chez GSK, donc quand on parle de politique, inclusion, il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites pour, accompagner les femmes, essayer d'uniformiser les politiques de congé maternité et après, et congé paternité, chaque, pays a sa propre législation et GSK, quelques années, a adopté une politique qui est commune, qui s'applique à l'ensemble des pays. C'est offrir un congé maternité de 4 mois et congé paternité de, 4 mois également. Et il faut savoir que dans les pays, notamment Middle East, Afrique, la culture du congé paternité n'est pas du tout une, culture, qui est en place. Ça fait pas partie des valeurs et du mindset, du moins de certains pays, d'avoir un papa, 4 mois, en arrêt, d'activité pour, s'occuper de son bébé ou sa femme et cetera. Et j'avais un collaborateur, dans l'une de nos filiales au Pakistan, notamment, heu qui venait d'avoir un bébé, qui voulait profiter de son congé paternité. Et quand il a fait sa demande de congé paternité, donc qui lui est octroyé par la politique GSK Monde, au business, à la filiale locale, bah, ils étaient pas forcément, en faveur qu'ils prennent l'intégralité de ces 4 mois. Pour eux, ça ne s'inscrivait pas dans la culture. Il fallait que, ce collaborateur soit présent, il n'avait pas le droit de le prendre tout simplement. Ça s'inscrivait pas dans la culture de l'entreprise et quand il m'a remonté, ce point-là, je lui ai dit: «Bah, écoute, je suis désolée, dans tous les cas, c'est à moi de trouver des solutions pour baquer ton congé paternité en ton absence, donc c'est ma responsabilité. Et n'aie pas de crainte à avoir, on trouvera des solutions. Tu prendras ton congé paternité. Je suis ton manager, même si le business n'est pas forcément, en faveur de ça, c'est mon problème, mais tu partiras en paternité, pardon. Donc et là, il y a un choc culturel, en fait et on revient aux valeurs. Ben, ce sont des valeurs auxquelles je crois, que je défends et les valeurs de l'entreprise, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un droit que tu sois homme ou femme, tu peux prendre ton congé paternité. Donc tu prendras ton congé paternité. Donc après, c'était, voilà, une série de communications avec le patron de la filiale locale pour, le rassurer, lui expliquer que je serai là, qu'il y aura un backup qui sera en place et cetera. Donc c'est cette dichotomie, en fait, entre, ce qu'on essaie de véhiculer au top et puis, ce décalage culturel qu'on peut retrouver dans Ah oui, certaines filiales. ah Mais oui. on revient finalement à ce socle. Ce socle, la culture de l'entreprise. C'est comme ça. Ouais. Intéressant, intéressant. Et Amélie, toi, tu disais justement dans l'introduction, j'expliquais que tu étais aussi représentante du personnel. En Oui. fait, c'est intéressant de voir, en fait, justement, j'imagine que le personnel que tu représentes n'est pas dans un seul pays, il est multi-pays. Donc, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on gère justement les tensions, les nationalismes et tout ça à l'aune de ces problématiques d'inclusion, en fait. Est-ce que tu as eu à connaître ce genre de problématique? Alors,
Alors, je suis représentante du personnel qui est basé ici à Genève, mais on travaille avec les représentants du personnel de toutes les régions et des pays où les duty stations, c'est-à-dire les bases de l'organisation. Et en fait, quel que soit l'endroit, il y a des règles applicables à tout le personnel. À partir du moment où on prend la décision de rentrer dans l'organisation, les gens prêtent serment. Et voilà, et ça ressemble Intéressant. au serment que l'on prête quand on rentre dans la profession d'avocat, et de respecter donc ces valeurs de base. Alors, les valeurs ne suffisent pas, c'est des idéaux, il faut les mettre en œuvre, et c'est les règles du personnel qui sont communes à tous les employés, où qu'ils soient situés sur la planète, un code de conduite euh, qui est le code de conduite de la fonction publique internationale, Hmm. avec justement ces valeurs. Mais alors la difficulté, c'est la mise en pratique de tout cela. Ah oui. Donc, et parfois, les cordonniers sont les plus mal chaussés, parce que l'avocat, on l'adore ou on le déteste parce qu'on a peur de lui. Et donc, on a peur, ou de et représentant du personnel encore plus. On a peur qu'ils mettent ou elles mettent le doigt sur des dysfonctionnements qui vont constituer, si on considère des aspects politiques, pas seulement externes, mais aussi internes, les velléités, les ambitions des uns et des autres. Alors, c'est pas toujours un rôle très populaire et très facile. Et comme on dit, c'est pas toujours acquis. Donc voilà, il y a des normes qui sont là, un socle, et basé sur la Charte des Nations Unies 1945, qui est née d'un conflit qui a coûté la vie à des millions de personnes et qui est porteur d'un projet qui dit, ben voilà, on ne doit plus humainement en arriver là. Bien Mais sûr. c'est quelque chose qui n'est pas acquis, et même en interne, il y a des garde-fous euh, informels ou formels, des formations, des sensibilisations constantes horizontalement, du haut vers le bas, du bas vers le haut. Euh, comment dire, on essaye en interne d'avoir une séparation des pouvoirs, les normes qui les appliquent, pas seulement l'exécutif, mais aussi euh, des mécanismes formels, voilà, des tribunaux administratifs, mais Ouais, ouais, non, je comprends. Moi, une question que je me posais, Amélie, c'est bon, toi, tu es basée à Genève, oui. mais en fait, au sein d'une organisation comme les Nations Unies, en fait, est-ce que tout est centralisé, les décisions sont prises sur Genève et ensuite déployées sur l'international, ou est-ce que finalement, il y a une décentralisation de ce type de politique jusque dans certains, soit au niveau régional, soit au niveau même d'un pays? Comment faire pour que ce soit appliqué partout quand les décisions sont prises sur Genève? Alors, le, les organisations internationales, c'est une famille très complexe et compliquée. Il y a un socle commun. Alors, prenons les Nations Unies, qui sont nées de la Charte des Nations Unies. Euh, c'est juridiquement, c'est une organisation intergouvernementale. Donc, ce n'est pas un supra-État. Et d'un point de vue, et on va regarder une petite partie de ce système commun des Nations Unies, pour le secrétariat des Nations Unies, ce dont on entend le plus parler, l'organe décisionnel le plus important, c'est l'Assemblée générale, avec les représentants des États. Et il y a certaines décisions qui passent par là. Il y a aussi un autre organe qui, lui, est commun, qui va donner une directive un peu plus générale pour toutes les organisations internationales, qui est la commission du service civil international, qui va édicter des normes, des aspects. Puis après, il y a les têtes des organisations-là. Et c'est complexe et compliqué parce que, certes, il y a le secrétariat ONU, mais il y a aussi des agences spécialisées. Et puis, il y a des organisations qui sont liées au système, mais qui sont un peu en dehors. C'est tout ce qui est né, cette Banque mondiale, Organisation mondiale du commerce, où il y a des socles communs. Et puis, il y a encore d'autres organisations internationales. Et c'est pour ça que je parlais du comité de la fonction publique internationale qui va essayer d'unifier. Et c'est elle, d'ailleurs, qui émet ce code de conduite. Euh,
qui doit être applicable et qui doit être appliqué avec différents moyens et outils qui sont propres à l'organisation. Alors, d'un point de vue judiciaire au sein de l'organisation, le système n'est pas unique. Il est dichotomisé entre un tribunal administratif qui dépend du BIT, du Bureau international du travail, qui doit Oui, être le modèle normatif au niveau travail et qui est tripartite, secteur privé, secteur public, syndicat, etc. Donc ça, c'est le modèle vers lequel, que ce soit les entreprises ou même les autres organisations ou entités internationales, tendent. Et donc, d'un point de vue mécanisme formel interne juridictionnel ou quasi juridictionnel, mis à part ce système du BIT, il y a le UN Dispute Tribunals, qui a des petites instances à New York, à Genève, à Nairobi, pour pouvoir couvrir en fonction des fuseaux horaires aussi, et être plus à proximité des gens, du terrain. Mais il y a quand même d'accord. un socle commun. Ça, c'est en interne. Après, ce qui se passe en dehors de l'organisation, vu que c'est une organisation intergouvernementale, les organisations internationales sont intergouvernementales, euh, elles édictent effectivement des idéaux, des traités sur les droits humains sur lesquels sont ancrés les principes d'inclusion et de diversité, mais la souveraineté n'est pas supranationale de ces Bien sûr. organisations-là et de ces traités-là. Elles dépendent des systèmes étatiques, des sujets de droit étatique et indirectement des entreprises qui se situent dans les juridictions de ces différents États qui doivent appliquer les normes. Alors là, on va rentrer dans les débats de D'accord. droit de première année où alors est-ce qu'on a des traités avec qui priment ou alors est-ce qu'ils ont besoin de mesures de Droit transposition? public, Est-ce en que plus, moi droit public international, oui. voilà, est-ce que moi alors les structures qui vont le plus loin au niveau des organisations internationales, c'est toutes les institutions européennes. Là, oui, on a quelque chose d'assez unique historiquement où euh, moi, citoyen lambda, mon État ne respecte pas ne m'inclut pas correctement, ou alors les entreprises qui sont basées dans cet État ne m'incluent pas correctement, j'invoque la Convention européenne des droits de l'homme, ou des droits humains, et mon droit au respect de la vie privée. Par exemple, voilà, on n'autorise pas à changer mon identité dans, euh, dans l'entreprise ou Bien sûr, dans les États. bien sûr. Donc, voilà comment, comment ça D'accord. fonctionne un petit peu. Intéressant. Leïla, moi, j'ai jamais travaillé en organisation internationale, mais en tout cas, j'ai toujours été dans le secteur privé et je me rappelle pas avoir jamais prêté serment sur des politiques comme ça dans ce domaine-là. Donc, je me posais la question au fait de comment, parce que j'imagine que qu'au niveau purement concret des employés, etc., ça fait, je sais pas si ça fait partie du contrat de travail en tant que tel. Ou est-ce que ce sont des politiques qui sont incorporées par référence dans les contrats de travail qui ne font pas partie de la relation de travail, mais qui peuvent toutefois être sanctionnées quand on remplit pas quand on les respecte pas? Comment est-ce qu'on on s'assure effectivement que que le socle juridique est établi en interne dans un groupe privé comme GSK? Alors, ça peut être effectivement dans le contrat de travail, où on va avoir une référence aux politiques de l'entreprise d'une manière générale. Ça peut être une option. Ça peut être aussi, pour revenir au code de conduite dont a parlé Amélie tout à l'heure, chaque année, pardon, chaque année, nous certifions que nous avons bien pris connaissance du code de conduite. Nous le signons, donc c'est un engagement moral, et que nous renouvelons chaque année. Et dans ce code de conduite, eh ben, il y a l'ensemble des procédures, du moins générales, qui sont décrites. Le sujet inclusion, diversité fait partie également des valeurs indispensables, enfin des valeurs importantes à incarner. Et tout écart demain, comme je disais tout à l'heure, peut être sujet soumis à des sanctions, bien évidemment, sous réserve de justifier que l'employé n'a pas respecté ces politiques-là, qu'il a eu un comportement qui enfreint ses valeurs
Et donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est formalisé. Et demain, toute personne qui sortirait de ce cadre-là pourrait se voir sanctionnée à tous les niveaux de l'organisation. Et aussi, pour revenir au sujet de la culture et comment on s'assure également qu'on a un socle commun et que cette culture est uniforme, homogène à travers l'ensemble des pays du multinational comme GSK, les employés également et même les partenaires, les tierces parties. Parce que quand on parle de diversité et inclusion, c'est aussi important que nos tierces parties respectent ces valeurs, puisque nous avons des partenariats, des contrats, et ça fait partie également des engagements à respecter chez l'ensemble de nos tierces parties. Et donc, pour nous assurer que les comportements tous les comportements, que ce soit collaborateurs, tierces parties, etc. Nous avons également ce qu'on appelle un speak up channel. Donc, c'est un canal qui permet à l'ensemble des employés, à toute personne, y compris nos tierces parties, d'escalader un comportement qui irait à l'encontre de ces valeurs. Excellent. Et qui dit speak up dit ouverture d'une investigation qui va être menée par des personnes habilitées en interne. Bien évidemment, l'anonymat est respecté, c'est important, et des personnes habilitées qui vont traiter du cas, de l'investigation, voir si effectivement les faits sont avérés, sur quelle base, mener des investigations auprès des différentes personnes qui seraient impliquées pour conclure si oui ou non il y a eu non-respect de ces valeurs-là, et si non-respect, avec les sanctions qui s'imposent, décision qui revient, aux personnes compétentes, décisionnaires, pour prendre une décision sur le sort de la personne, qui n'aurait pas respecté les lois, les valeurs, les politiques, dans le respect des lois aussi, locales. Donc ce D'accord. volet En- oui, de speak up est aussi important. C'est important, les alertes, effectivement, Tout à les fait. mécanismes d'alerte. En fait, la question que je me posais, c'est que souvent, je pense que dans vos deux organisations, vous devez avoir ça, des sortes de handbooks, en fait. C'est-à-dire on crée des handbooks pour tous les employés. Mais moi, d'expérience, quand on va décliner le handbook, souvent, on a ce qu'on appelle des riders, qui viennent dire, par exemple, si vous êtes basé en France, si vous êtes basé dans certains pays asiatiques, etc. Et on va quelque part décliner, alors pas forcément pour changer le contenu de ça, mais lui adjoindre les sources en fait législatives ou les sources parfois légales qui font que ce qui vous permet ensuite de sanctionner quand il y a une violation. Parce que s'il y a une violation, on ne peut pas simplement dire oui, mais c'est le code interne à la société. C'est aussi de se dire, mais c'est aussi quelque chose qui est réprimé par le droit local. Donc j'imagine qu'il y a une partie localisation qui intervient au-delà purement de ce qu'on peut prévoir au niveau du handbook. Et effectivement, pour compléter, le point, Stéphane, effectivement, on va avoir un handbook, au niveau global, sur certains aspects. Encore une fois, on a ce socle qui est général à l'ensemble, au niveau du siège et qui s'applique à l'ensemble, des filiales. Après ce que j'ai omis de mentionner aussi, Stéphane, par rapport à politique, diversité, inclusion, il faut aussi revenir aux engagements juridiques, aux obligations juridiques aussi, dans certains pays. Mon entreprise, dont le siège social est en Angleterre, a des obligations en matière de diversité, inclusion. Donc, c'est important de s'assurer que ces obligations sont reflétées aussi, dans l'ensemble de ces politiques et cetera. Heu Mince, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Hem, Non, mais je parlais effectivement le fait d'asseoir par des références légales oui, au-delà d'un pardon, handbook, la globale, oui. effectivement. Donc oui, il y a certaines politiques qui sont customisées, qui sont localisées dans certains pays. Après, on ne peut pas tout customiser, mais dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que l'entreprise édicte des règles générales. Après, on s'assure localement, bien évidemment, que ces règles générales, sont applicables dans le pays où nous opérons, et parfois on peut avoir des obligations même beaucoup plus strictes dans le pays dans lequel nous opérons, et dans ce cas-là, on va appliquer
les La règles règle la qui plus sont stricte. plus strictes. Ouais, Un État reste souverain, le corporate ne va pas se substituer aux règles locales. Donc, s'il y a bien des sûr. règles qui sont plus strictes, bien évidemment, on va les appliquer. Et à l'inverse, s'il y a des choses qui ne sont pas autorisées localement pour voilà, en raison des réglementations existantes, ces règles générales ne vont pas venir aussi se substituer à la loi Bien locale. sûr. On a un ordre public qui est également à respecter dans les différents pays où nous opérons. Bien sûr. Amélie, tu veux souhaiter réagir sur ça ou au niveau de l'organisation internationale? Oui, alors, toujours de façon sur deux angles. Euh, bon, j'ai parlé des juridictions internes pour lorsqu'il s'agit du respect de la diversité et de l'inclusion concernant les employés des organisations internationales, mais sur l'angle externe, il faut savoir que toutes ces organisations, après donc l'adoption d'un texte fondamental comme la Charte des Nations Unies, euh, les employés ont l'immunité de juridiction dans l'exercice de leurs fonctions pour justement, euh, mais elles doivent respecter, même en tant que citoyens, euh, le droit national, mais pour l'exercice de leurs fonctions, qui correspond à défendre certaines valeurs. Et euh, s'agissant de l'inclusion et de la diversité, les, le droit premier applicable, c'est effectivement toute cette série de traités qui a évolué avec le temps. On est passé des droits civils et politiques, des droits économiques, culturels et sociaux, et au XXIe siècle, après une série de traités concernant la non-discrimination, le respect des droits des personnes avec, avec handicap, etc. Et on parle de, là, il y a un ordre public international aussi, qui est, et dont la mise en œuvre, bien sûr, dépend de chaque pays. Et c'est la partie, dans le système commun des Nations Unies, la partie ONU droits humains, qui s'en occupe à travers le Conseil des droits de l'homme ou droits humains, à travers les révisions périodiques universelles de comment est-ce que chaque pays qui a souscrit à ces obligations, qui s'est engagé depuis les années, depuis 1945, les années 60, et qui a évolué. Il y a eu le traité sur les droits de l'enfant dans les années 90. Donc, d'un point de vue externe, il y a des mécanismes qui sont mis en place et qui, bien sûr, les sujets de droit premier sont les États, mais aussi indirectement les entreprises. Et c'est ce qui a aussi fait que ça a évolué dans le sens où on est maintenant sur l'inclusion et la diversité. Et puis en interne, donc oui, il y a, j'ai parlé des mécanismes informels, mais il y a énormément de mécanismes. J'ai parlé des mécanismes formels avec le système quasi juridictionnel. Il y a énormément de moyens informels qui, et j'ai bien aimé le concept de Speak Up Channel, parce qu'on l'a pas Mhm. tous, toutes les entités internationales n'ont pas cela. L'OMS, la santé là, ils ont ce qu'on appelle une integrity hotline et ils le confient à des opérateurs externes à l'organisation qui sont équipés psychologiquement à gérer ces soucis-là et qui aident l'organisation. Il y a aussi l'Organisation mondiale des migrations qui a, tout ça, vous pouvez le trouver en ligne, qui a aussi un système similaire parce qu'effectivement, ça c'est le principe que j'essaie de suivre. Un bon juriste, un bon avocat va éviter le procès. Donc il vaut mieux euh, Préventif. Mm. voilà, préventif ou avoir d'autres mécanismes qui seront moins longs, moins Alternatif, ouais. coûteux, comme c'est voilà, Speak Up Channels. Et ça, par exemple, c'est un cheval de bataille des représentants du personnel pour généraliser ça, parce que ça n'existe pas partout et ça permettrait de résoudre bien des situations. Des groupes de travaux thématiques, parce que le respect de la diversité et l'inclusion, c'est pas seulement c'est pas seulement les cultures, mais c'est aussi les genres.
Et il y a des groupes de travaux et des instances informelles, dont les représentants du personnel, qui permettent d'avoir ce dialogue, de signaler les problèmes, et s'ils sont systémiques, de faire quelque chose, que ce soit en amont, en aval, horizontalement, ou de changer les règles et de les adapter. bien Euh, sûr. voilà. Léla, tu souhaitais réagir par rapport à ça? Je voyais que C'est un sujet qui est passionnant. Moi, je C'est vois un surtout sujet que qui est passionnant. Moi, je vois surtout que le temps passe à une vitesse folle et en En fait, effet. moi, je vois deux choses qui sortent de tout ça. La première chose, c'est la fragilité de ces concepts qui font que c'est un travail vraiment permanent, permanent pour s'assurer on ne va pas dans des dérives, qu'on continue de rappeler l'essentiel. Et que surtout qu'au-delà, je dirais presque même de la diversité culturelle, je pense qu'il y a aussi une diversité générationnelle. Quand les nouvelles générations arrivent dans une organisation, elles ont peut-être des attentes qui sont peut-être différentes du fait de leur expérience, du fait d'être nés dans un monde qui est différent de ce que leurs aînés ont pu connaître. Et donc, je pense que ça oblige quelque part à l'adaptation permanente de ces politiques. Je sais que Leïla, tu es très impliquée dans la création de politiques régionales, même au-delà de GSK, au niveau je pense que des femmes, justement, qui sont impliquées dans tout ce qui est diversité. Et donc, je pense que c'est un vrai, vrai travail au quotidien qui ne s'arrêtera jamais, et c'est tant mieux. C'est tant mieux. C'est un travail, ouais, c'est sans relâche, effectivement. Et on l'a vu ces dernières années aussi, voilà, ce changement aussi qui a insufflé des US, hein, voilà, avec un impact aussi euh, sur l'ensemble de ces valeurs-là. Donc c'est important, effectivement, de véritablement incarner ces valeurs et de mettre ce qu'il faut en place, notamment en termes de gouvernance inclusive, pour que ces sujets deviennent véritablement des sujets qui sont traités au cœur des stratégies de l'entreprise, des entreprises, et non pas à la périphérie, puisque demain, dans des contextes géopolitiques instables, bah, tout peut partir en fumée, Oui, ouais, effectivement. exactement. Exactement. Mais je pense qu'au-delà même, je sais pas si Amélie, tu vas rajouter quelque chose, mais au-delà de tout ça, je vois surtout que malgré privé, public, etc., on se retrouve finalement dans des problématiques qui sont encore une fois transversales et qui ont une application, peut-être une couleur un petit peu différente selon l'organisation, mais qui restent quand même à l'épicentre finalement des droits, comme tu dis, humains, Amélie. Oui, et je dirais aussi, bon, comme on a affaire à des êtres humains, l'être humain, il a sa psychologie, et ça ne m'étonne pas que mes collègues de l'OMS ont confié leur Speak Up Channel à des psychologues, Ah ouais, parce que, et je pense que c'est une des skills, en plus des compétences techniques, juridiques, qu'il faut développer. D'ailleurs, voilà, parmi les formations qui sont données, et que je trouve extrêmement intéressantes et qu'il a fallu développer en tant que juriste, c'est l'intelligence émotionnelle, et de se dire que malgré la diversité, les bagages, pas seulement culturels, mais psychologiques des uns et des autres, on parle aussi beaucoup de neurodivergence, et de plus en plus dans l'inclusion. Euh, c'est de, on a des êtres de chair, de sang, et aussi avec une psyché particulière, et il faut utiliser énormément d'intelligence émotionnelle euh, acquise ou travaillée pour aller au-delà de cette parfois diversité en apparence, et de se dire voilà, comment gérer des groupes humains, euh, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur bagage historique, familial, psychologique, et les amener à, à se respecter les uns les autres, tout simplement. Et c'est pas toujours facile quand non, voilà. la, la santé mentale aussi, c'est un sujet dont on ne parlait pas beaucoup il y a quelques décennies, est mise à l'épreuve par C'est vrai, c'est vrai, des défis à petite ou à grande échelle. c'est vrai. Voilà.
Bon, je voulais vous remercier toutes les deux parce que malheureusement, je sais qu'on pourrait continuer comme c'était sur la thématique de l'IA la dernière fois. J'ai plein de gens qui sont venus en disant, oh là, on pourra en parler des heures, etc. Donc ça, c'est vraiment une thématique super intéressante. Donc je vous remercie vraiment toutes les deux de votre ouverture à discuter de ces problématiques-là au-delà de vos organisations respectives. Comme je l'ai annoncé, je mettrai ça en ligne et donc j'espère que je donne longue vie, j'espère, à ce dialogue. Et en tout cas, je vous remercie encore une fois et à très 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 bientôt à toutes et à tous. Merci, merci. C'est moi qui vous remercie et qui te remercie parce que c'est très intéressant et très important de parler de toutes ces thématiques-là. Bien Voilà. sûr. Et merci à toi aussi, Léla, et à bientôt. Merci beaucoup. À À très bientôt. Au revoir. bientôt. Au Bye bye. revoir. Au revoir.